Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jacques Rouillard, professeur émérite du département d'Histoire de l'Université de Montréal, qui a fait paraître à l'automne 2023 chez Septentrion un livre intitulé « Le mythe tenace de la Folk Society en histoire du Québec ». Jacques Rouillard, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter de venir discuter à notre Histoire en tête de votre passionnant livre qui permet pour une personne non initiée comme je le suis de connaître quelques-uns des enjeux et des débats qui animent les historiens. Jacques Rouillard, vous êtes un spécialiste de l'histoire du travail, des entreprises, du syndicalisme, entre autres, des institutions publiques. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à un sujet d'ordre historiographique touchant l'interprétation de la société québécoise? Oui, bon, enfin c'est tout à fait naturel. Après avoir fréquenté l'histoire comme historien, comme chercheur pendant plus de 40 ans, j'ai été inscrit au département d'histoire de l'Université Laval à la fin des années 60, début des années 70. Par la suite, j'ai été embauché à l'Université York à Toronto et à l'Université de Montréal. Et puis, donc, j'ai pris ma retraite il y a 7-8 ans. Et j'ai continué à poursuivre des recherches en histoire. Je vais rester éveillé intellectuellement, je ne vais pas dépérir. Et ça m'intéresse. J'ai le goût, j'ai des motivations, le goût de faire de la recherche historique, de consacrer du temps à la recherche historique. Et alors donc, à un moment donné, la Revue d'histoire d'Amérique française, qui est la principale revue d'histoire au Québec, a voulu consacrer un numéro à l'historiographie, à l'histoire du Québec, et a fait appel à des auteurs, pour qu'ils rédigent un texte sur le sujet. Et puis, j'avais une perception là, qui se trouve dans le volume. Je l'avais à l'époque, la perception d'histoire du Québec. J'ai voulu la mettre en évidence dans un texte, mais la rédaction a trouvé le texte trop lourd. Trop long. Autrefois, on acceptait à la revue des textes de 40 pages d'actilographie et double interligne. Là, maintenant, il faut qu'ils aient 20 pages, 25 pages. Alors, donc, ils trouvaient trop long et finalement, j'ai décidé plutôt d'en faire un volume. Donc, j'avais de la matière et j'ai poursuivi ma recherche, qui est beaucoup plus facile maintenant, avec Internet, avec Google, avec... Donc, comme il y a un fil important sur l'histoire du syndicalisme dans votre livre, je pensais que c'était ce lien-là qui vous avait amené à traiter de ce sujet-là d'abord. Oui, mais à l'origine, oui. À l'origine, je me suis intéressé... donc, j'ai participé à des séminaires du professeur Jean Melin, qui est un professeur d'histoire à l'Université Laval, qui rédigeait un bouquin sur l'histoire économique et sociale. Alors, j'ai été embauché comme recherchiste pendant l'été. Pour lui, il a accumulé des fiches, on faisait des fiches en vue d'un séminaire qui allait porter sur le syndicalisme. Alors donc, j'ai commencé à dépouiller les journaux de la fin du 19e siècle pour lui. Enfin, on faisait des journaux, on faisait des fiches. C'était l'époque où on recueillait des renseignements à la main. Enfin, tout était fait à la main pour lui remettre les fiches. Et puis, là, je me suis rendu compte que, quand il s'agissait pour lui d'une histoire économique et sociale, lui-même, puis nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'il y avait des grèves, qu'il y avait une expansion du syndicalisme international, des syndicats venant des États-Unis, au Québec. Alors, et puis en particulier au début du 20e siècle, encore des grèves extrêmement importantes à Québec. En 1900, des ouvriers de la chaussure, 4000 ouvriers de la chaussure, etc. Dans le coton, à Valleyfield, à Magog, etc. Alors, ce qui entrait complètement en contradiction avec l'image que dans l'opinion publique, et même j'avais de l'histoire du Québec. Alors, je dis non. Alors, donc, je me suis rendu compte qu'à mesure qu'on faisait de la recherche, qu'on consultait les journaux, qu'on consultait les documents, il ressortait une image bien différente d'un système, d'une histoire d'un Québec d'un Québec englouti sous le conservatisme clérical. Alors donc, j'ai préparé ma thèse de doctorat sur le syndicalisme catholique, sur l'origine du syndicalisme catholique, à partir de 1911, mais dans le contexte de l'expansion du syndicalisme international nord-américain qui prenait l'expansion au Québec. De là, l'idée
du clergé catholique de fonder des syndicats catholiques. Alors donc, ma thèse de doctorat portait sur ce sujet et j'ai poursuivi par le site sur le syndicalisme international, le syndicalisme catholique, mais aussi sur le mouvement ouvrier en général, sur l'histoire économique, sur l'histoire politique du Québec, etc. Donc, j'ai poursuivi sur les périodes ultérieures et de là mes publications qui portent aussi sur plusieurs sujets. Et puis, en fin de carrière, ben, pourquoi pas... se faire plaisir. Pourquoi pas mettre en évidence la perception qui découle de l'ensemble de mes recherches. Et je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, donc, je suis un historien des années 70 et je ne suis pas le seul à percevoir la société québécoise traditionnelle, la société d'une façon comme une société originale, bien sûr, distincte, mais diversifiée. Alors, c'est le mot-clé du bouquin et de ma perception de l'histoire du Québec qui porte sur des années jusqu'à 1960, mais disons de l'histoire du Québec qu'on appellerait habituellement, on date de la Confédération, 1867 à 1900 et plus, 1960. Mais j'aborde enfin des périodes antérieures aussi, depuis la conquête, la défaite de 1760, etc., des rébellions de 37-38. Votre livre, donc, a pour thème le fait qu'on ait qu'on ait développé cette image de la société québécoise comme une folk society. Oui. Qu'est-ce que ça recouvre, ce terme-là, folk society? Alors, ça recouvre le terme nous vient des États-Unis, d'un sociologue américain, enfin, qui est venu, qui s'appelle Everett C. Hughes, qui a fait ses études à l'Université de Chicago et qui a migré à l'Université McGill, qui enseignait à partir de 1926 à l'Université McGill jusqu'à la fin des années 30. Alors, pour lui, au départ, il percevait la société québécoise comme une société de folk society, par le cadre théorique qu'il avait au départ, selon le cadre théorique qu'il empruntait de sociologues américains à Chicago, ben, il l'a transposé au Québec. Pour lui, alors, il s'est intéressé comme sociologue au Québec francophone, et donc a voulu vérifier si le modèle théorique de l'école de Chicago s'appliquait au Québec. Hein, il a dirigé un étudiant en doctorat aussi à McGill sur Saint-Pascal de Kamouraska. Et puis, lui-même s'est intéressé à Drummondville, qui était une ville, canton-ville, l'appelle-t-il, mais enfin, c'est Drummondville, qui se développait, qui se transformait, qui passait d'une société rurale à une société urbaine. Alors, c'est ce qu'il a analysé et qui a publié un volume, Le Québec en transition, d'abord en anglais, qui a eu beaucoup de succès, et puis en français, qui a été traduit 2 fois en français, et qui était lu par des sociologues ici au Québec pendant des années, pendant des décennies, enfin probablement encore, alors qui reflète la société québécoise. Enfin, le volume est lu comme illustrant la société francophone, la transformation de la société francophone qui s'effectue avec l'industrialisation dans la fin des années 30 à Drummondville. Et donc, c'est quoi cette société folk au départ? C'est une société traditionnelle. Alors, selon le modèle de l'école sociologique de Chicago, les sociétés se transforment de sociétés primitives en sociétés industrialisées modernes. Alors, il y a différentes étapes dans cette transformation. Société primitive, alors c'est une société tournée vers l'agriculture ou la chasse et pêche, une société fermée, tournée sur elle-même, valeurs familiales importantes, très religieuse, hein, et donc, et qui évolue. Mais évidemment, le Québec francophone n'est pas d'une société primitive. Enfin, dans les années 30, il est une société évoluée, quoi, mais dans le cadre, il est en retard sur la société anglophone. Alors, sur notre société anglophone qui l'entoure et la société nord-américaine qui nous entoure. Alors, donc, il accuse un retard.
Bon, pour cette raison-là, enfin en passant, pour cette raison-là, Hughes croyait au départ, quand il était arrivé au Québec, qu'à cause de ce retard, la société francophone disparaîtrait. Hein, sous l'influence de la supériorité des sociétés anglophones. Mais enfin, il s'est rendu compte plus tard que ce ne serait pas le cas. Enfin, donc, c'est le cadre théorique dans lequel il situe son analyse. Et cette analyse-là, ce cadre analytique a eu des répercussions chez les francophones, chez les sociologues francophones. Comment expliquer justement que les sociologues francophones qui quand même avaient une autre expérience de la culture québécoise aient adopté aussi facilement ce modèle-là? Oui. Est-ce qu'on est masochiste? On est masochiste. Non, mais parce que ça convenait. Alors là, on parle des années 40. Là. On parle de Jean-Charles Falardeau et d'autres sociologues qui ont suivi les années 40-50, sous la période Duplessis. Duplessis est au pouvoir de 36-39 et après ça de 44 à 1959-60. Alors donc, il y a deux facteurs qui influent. Donc, il y a une transformation du département de sociologie de l'Université Laval, qui, jusque-là, sous la direction du père Lévesque, Georges-Henri Lévesque, qui est un prêtre, évidemment, mais qui transforme, au lieu d'interpréter l'histoire en fonction en relation avec la doctrine sociale de l'Église, comme on le faisait dans le passé, là, on adopte une vision plus positiviste de la société québécoise, de la société canadienne. Et l'évêque l'accepte, donc, c'est pas à partir de la doctrine sociale, c'est à partir d'une analyse concrète, factuelle, sur le terrain de la société québécoise qu'on va mieux la comprendre. Alors, c'est ce qui sera fait dans les années 40-50. Et bon, donc, c'est le premier facteur. Il y a une transformation de la sociologie. Et c'est dans un contexte plus général de recul de l'Église, la pensée de l'Église après la Deuxième Guerre mondiale. L'Église a été liée au régime de droite. Enfin, l'Église française, les évêques français ont tous soutenu Pétain. Alors donc, il y a une volonté de distanciation par rapport à la pensée de l'Église, et ça, c'est des répercussions sur l'ensemble de la société, chez les intellectuels québécois et au département de sociologie de l'Université Laval. Alors donc, on trouve là un sociologue qui s'appelle Jean-Charles Falardeau, qui a lu les ouvrages des théoriciens de l'école de Chicago, a demandé à Hughes de diriger sa thèse de doctorat et a interprété à partir de cette thèse-là. Et le deuxième facteur qui joue dans l'évolution de la sociologie, dans l'intérêt de comprendre la société québécoise dans le cadre du modèle de Chicago, c'était le régime Duplessis. Ils en avaient soupé. Duplessis est là au pouvoir depuis 1944, et puis il sera élu en 1944, 1948, 1952, 1956, jusqu'à la Révolution tranquille en 1960. Il décède en 1959. Ouais. Enfin, il est là, il est au pouvoir pendant longtemps. Ouais. Et donc, ces sociologues, comme des intellectuels, comme beaucoup d'intellectuels, comme Trudeau, dans des revues, etc., veulent une transformation profonde de la société québécoise. Ils la trouvent décalée, cette société-là. Ils la trouvent en retard. Ils la trouvent en état d'infériorité. Et puis, ils veulent qu'elle se transforme profondément. Ils trouvent l'influence cléricale trop marquée, s'industrialiser. On est en retard sur les anglophones. Et donc, ils veulent un changement profond de société. Mais ils ont devant eux un modèle, ils ont un gouvernement qui est ancré, qui est proche de l'Église catholique, proche des politiques, en particulier. Enfin, je donne dans mon bouquin des exemples de ça, qui est à l'écoute de l'Église catholique. Alors, donc,
Ils sont fait Trudeau et de ce groupe-là, avec Cité Libre, etc. Alors, donc, ils veulent un changement profond de société et puis, donc, militent dans ce sens-là, fondent des revues, exercent une influence, etc., etc. Mais tout en voulant ce changement, ils épousent quand même, ils reconduisent le modèle de Hughes. Je veux dire, Oui. ils le reprennent, ils Oui, ils le disent on reprennent est une société complètement. inférieure. Ouais, Ils c'est reprennent ça. complètement que nous sommes en retard dans les étapes d'évolution des sociétés vers la modernité. Nous sommes en retard. Alors donc, nous avons à combler ce retard. Et pour combler ce retard, il faut se débarrasser du régime Duplessis, de Duplessis. Ouais. Et puis, ça tarde parce qu'il est réélu en 52, 56 encore. Ouais. Il y a deux termes qu'on se trouve, qui viennent de sociologues que vous étudiez, le terme survivance et le terme rattrapage. Oui. Et je pense qu'ils traduisent bien des concepts qui étaient très en vigueur à cette époque-là. Oui, c'est C'est-à-dire ça. donc cette idée qu'on traîne, On qu'il y a traîne. des choses qui survivent. Oui, En même c'est temps, ça. il faut rattraper. Il faut rattraper se ce temps remettre à l'ordre du perdu jour. sur les autres sociétés nord-américaines qui nous entourent, sur les anglophones du Québec, du reste du Canada et des États-Unis. Nous sommes à la traîne. Et nous sommes à la traîne à cause principalement, Hughes, évidemment, on n'aborde pas trop longuement là-dessus, à cause de l'Église catholique. C'est pas à cause de la conquête, c'est pas à cause de notre situation de dominée, c'est l'Église catholique qui est trop influente sur nous. Mais ça a toujours pénétré l'esprit anglophone, ça, des anglophones, des protestants. Pre-Sweden Province, oui. Oui, Pre-Sweden Province, c'est ça. Et dans le protestantisme, il y a toujours l'idée que le catholicisme est source de retard pour une société. Et Hughes est allé étudier le développement industriel en Allemagne, en Rhénanie. Et puis là, il s'est aperçu que le développement industriel provenait des protestants et non pas des catholiques, à cause de la religion catholique. Alors, il a transporté son modèle ici et qui a plu aux sociologues d'ici, Falardeau, Dumont, également Rioux, Marcel Rioux, Fernand Dumont et d'autres, beaucoup d'autres. Et donc, ce modèle-là, finalement, va perdurer sans trop de mutations, sans trop d'évolution. Le mythe de la Folk Society, c'est comme ça qu'il se construit finalement. Oui. À force de le répéter, de le chanter sous tous les tons. Oui, c'est ça. À force de le répéter dans des revues, dans Le Devoir, le journal Le Devoir, le quotidien Le Devoir. Alors, chez plusieurs intellectuels, à Radio-Canada, c'est diffusé à Radio-Canada indépendante du plaisir, en tout cas, à Radio-Canada, à force de le répéter, bien évidemment, ça a pénétré graduellement dans la population, mais l'origine du Duplessis a été renversée en 1960 à la surprise, ces intellectuels-là, parce qu'ils ne pensaient pas que le parti qui s'opposait à Duplessis, le Parti libéral, puisse réaliser ce changement-là. Ils attendaient un changement, mais Trudeau, quand Lesage est élu en 60, et puis il est étonné, et puis qu'il commence à entreprendre ces changements de la Révolution tranquille, il est étonné parce que pour lui, les partis politiques, y inclut le Parti libéral, c'était des partis corrompus. Donc, c'était mal connaître le rôle de La Palme et du renouveau du Parti libéral. Oui, du rôle de La Palme et aussi de Godbout. Oui, absolument. Godbout. Avant, c'est ça, de 36-39, qui est pour moi, cette période-là, les réalisations du gouvernement d'Adhénard Godbout de 1936-39, c'est la première Révolution tranquille. Mais ces gens-là, La Palme, ils se souviennent plus de ce que Godbout a fait. Ils s'en souviennent plus, ils l'ignorent complètement. C'est assez curieux. Pourtant, ces événements sont survenus uniquement 15 ans auparavant. Les intellectuels ignorent complètement Godbout. C'est un peu c'est tout à fait récemment là, qu'on remet, enfin, je l'ai fait là, dans un article récemment, qu'on met en évidence les politiques adoptées par le gouvernement de Godbout qui sont complètement différentes de celles de Duplessis. Mais d'ailleurs, vous allez plus loin dans la mesure où vous montrez que dès le
début du 19e siècle, il y a un courant pour l'égalité, la démocratie, la Oui, laïcité au Québec. oui, Moi, suggestion, ça fait partie de votre thèse. Enfin, vous ramenez toute cette oui. histoire à jour. Et donc, les intellectuels ont aussi oublié, enfin, ne connaissaient pas Oui, cette ne histoire-là non connaissait plus. pas. Ne connaissait pas le Parti libéral. Pour eux, les intellectuels des années 50, traditionnellement, c'était des gens corrompus qui ne croyaient pas en la démocratie. Je reprends Trudeau, ne croyait pas en la démocratie, qui utilisait le pouvoir politique à des fins personnelles. Hein, qui utilisait le patronage, etc. Et comme Duplessis, tous les politiciens. Mais non, les gouvernements, les libéraux qui ont gouverné la province de 1897 sans interruption jusqu'à 1936, ce soit le gouvernement du Gouin ou le gouvernement Tachereau, eh ben, ont une vision positive du développement industriel du Québec. Ils cherchent à séparer les pouvoirs de l'Église et de l'État. Hein, ils prennent leur distance. Ils ont des conflits, je le développe, ils ont des conflits nombreux avec l'Église sur toutes sortes de sujets. Et ça se retrouve dans les journaux, dans les quotidiens, dans les quotidiens, que ce soit la presse, enfin, ou le Soleil de Québec, ou d'autres journaux, ou le Canada, ou l'Action... l'Action catholique, mais c'est l'Action catholique qui est née en 1908 sous l'influence de l'Église. Le Devoir, la même chose en 1910. Et le Droit d'Ottawa en 1912 sont nés en réaction contre ces journaux qu'on trouvait trop modernes, qu'on trouvait trop distants de la pensée de l'Église. Alors, ces quotidiens sont nés en réaction à ces grands quotidiens. Et en 1920, le journal La Presse de Montréal, il tire à 150 000 exemplaires. Enfin, c'est énorme, 150 000 exemplaires. C'est presque autant que le Star, finalement. Oui, plus que les journaux torontois. C'est le plus grand quotidien. Le Montreal Star, je pensais, un bon tirage aussi. Pas à l'époque. Pas à l'époque. Non, même à Toronto, il n'y a pas de journal. Évidemment, le lectorat à Toronto, il est plus divisé qu'au Québec. Mais non, le Star, le Montréal Star ou le Montréal, non, n'a pas un tirage aussi important. Je me demande, en fait, une question d'intérêt personnel. Il y a au Québec une riche tradition de romans du terroir qui, je dirais même, avant l'école de Chicago, vont développer cette idée d'un enracinement rural, l'importance de l'Église. Oui. Est-ce que les sociologues américains, peut-être pas, mais est-ce que les sociologues québécois ont lu ces romans-là? Est-ce qu'ils vous voyez une trace de cette inspiration littéraire dans leurs travaux? Oui, sur les romans du terroir, un peu, oui. Ça confirme leur image qu'ils ont du Québec antérieurement, aux années 60. Et les histoires littéraires, ignorent des courants littéraires qui se situent dans une optique différente, qui illustrent le milieu urbain. Il y a une école littéraire de Montréal dans les années 20, hein, il y a une étudiante qui a fait un mémoire de maîtrise il y a quelques années là-dessus, sur cette école littéraire, qui est complètement négligée dans les bilans de la littérature, d'histoire de la littérature, du moins à l'époque, on fait complètement absent de ces courants-là. Bien avant les années 40-50, qu'on consacre des romans au milieu urbain. Gabriel Roy, bien avant Gabriel Roy, eux aussi s'intéressaient au milieu. Mais c'est pas le Québec, c'est pas le véritable Québec, ça. Non, mais il faut pas... Enfin, je veux pas renier les romans... les romans plus conservateurs, les romans du terroir, qui valorisent les valeurs catholiques, la terre... mais il y a autre chose aussi à côté en littérature, peut-être moins important parce que dans le monde littéraire, mais cependant, dans les grands journaux, les grands quotidiens, et ça, enfin, je le dis dans mon volume, n'importe qui à l'heure actuelle peut lire ces journaux-là en consultant le site de la Bibliothèque nationale du Québec, peut lire le journal La Presse de 1910 ou de 1900 et avoir une idée de ce qui est des idées, des nouvelles qui étaient diffusées dans la population générale. Alors, donc, c'est bien différent de lire Le Devoir que de lire Le Canada ou
le Journal Le Canada ou la presse ou la patrie de l'époque. Dans tous les cantons, il y a des filles et des garçons qui veulent se marier. C'est la pure vérité, les garçons vont les voir. Depuis souvent le soir, ces filles se réjouissent. Quand elles voient leurs amis, elles se distancent, souriant devant le monde d'avant. Que de filles écoutez, qui voulez vous marier, votre engagement vous causera du tourment. Vous prenez un état de peine et d'embarras, bien souvent du chagrin, sans en connaître la fin, qui vous feront regretter la maison que vous quittez. Étant marié, il faut tout abandonner, tous les agréments d'être avec les jeunes gens pour rester au logis, pour plaire à son mari. Vous êtes marié, par votre volonté, vous avez pris mari, c'est pour lui obéir. S'il est complaisant, vous aurez de l'agrément, mais s'il est jaloux, vous n'en aurez pas beaucoup. Combien y en a-t-il de ces méchants maris, que tout leur intérêt, d'aller au cabaret pour y passer leur temps à boire tout leur argent. Le soir arrivé, ils reviennent à leur logis, tout en furibond, en menant le carillon, disant d'un air fâché, donne-moi à souper, promptement fais mon lit, car j'ai besoin de dormir, comment pouvoir chérir ainsi brutal mari. Mais comme ceux-là, tous les hommes ne sont pas, car tous ces défauts, pour un seul ce serait trop, il y en a assurément, qui sont plus complaisants, ils aiment leur compagnie, puisqu'ils les ont épousés, ils veulent les soulager, c'est pour se faire aimer. Et si les maris ne sont pas tout garantis, c'est qu'il y en a trop de ces femmes qui ont des défauts, c'est du berbère à bout, que rien n'est à leur goût, quand on veut leur parler, dans un coin sans bambouser, comment faut faire gourou avec un tel hibou. La semaine au logis, elles ont l'air toutes étourdies, mal payées, mal chaussées, et souvent mal habillées. Le dimanche arrivé, vous les voyez friser, que toute leur qualité, c'est pour la vanité, elles n'ont aucun souci pour la faire du logis. Quand on composé la chanson, c'est vieillard de ce canton qui n'a pas regretté le jour qui était marié. Il a pris un gibier, il a su conserver, elle a des qualités qu'il n'a pas publiées, que chacun balle comme moi qui chante ce qu'il sait. Au moment où se développe donc ce concept de folk society venu de l'école de Chicago, Oui, il y a Marius Barbeau puis oui, d'autres ethnologues qui oui, vont cueillir les contes, les chansons, oui, donc une tradition populaire, oui, rurale oui, du Canada français, oui, et où on a une idée d'une culture authentique, oui, ancestrale, oui, véritable. oui, Et là, on valorise cette culture-là, mais en même temps, se développe ce modèle d'une culture retardataire. Donc, il y a comme oui, le folk recouvre comme deux concepts finalement, quelque chose de positif avec cette tradition qui s'est maintenue, d'une riche tradition oui, oui, populaire, c'est ça, oui. et puis en même temps quelque chose de retardataire à travers ces traditions aussi de Oui, l'Église que oui, mais, le mais, clergé. mais cette folk, enfin, ces coutumes propres au Canada français apparaissent comme l'âme du Canada français, incarnant l'âme du Canada français. Voilà. Euh, Mais Totalement c'est l'âme du positif Canada à ce moment-là. français. Oui, 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 c'est très beau. Non, non, c'est ce qu'il faut faire. oui. Il faut s'en soucier. Alors que Il faut nos s'en soucier de la intellectuels, ceinture ils- séchée. Il faut oui. flécher. Il faut Mais les s'en intellectuels disent c'est un modèle qui est retardataire, qui est dépassé, il faut changer ce modèle-là. Ouais, mais c'est qu'il y a autre chose en parallèle. Ouais. Il y a autre chose. Marius Barbeau a influencé, ses romans ont influencé Everett Hughes ici. Oui. Oui, influencé, c'est ce qu'il a lu pour... Et ça confortait son idée qu'il avait du Québec, c'est certain, conforté. Et puis, mais il y a autre chose aussi en parallèle, c'est ce que je veux souligner. Je ne veux pas renier les ouvrages sur le folklorique ou les romans du Terre Noire, ça fait partie, mais il y a autre chose aussi, parce que la société évolue, elle s'industrialise, s'urbanise, de nos jours encore. Jacques Rouillard, une chose qui m'a intéressé dans la structure de votre livre, c'est que la première partie est carrément historiographique, la dernière aussi, mais
c'est comme si au centre, lorsque vous Oui. souhaitez développer ce contre-courant, cette autre tradition d'une société plus libérale, plus tournée vers la laïcité et la démocratie, là, c'est vous qui prenez la plume. Oui, Enfin, vous vous appuyez quand même sur des historiens du 19e, oui. du début du 20e, mais là, c'est comme si votre position d'historien changeait. Vous n'avez pas trouvé, donc, de texte historiographique avant le vôtre qui faisait ce travail que vous avez fait, sur lequel vous auriez pu vous appuyer. En fait, De bilan historiographique, non. non, Non, c'est pas de ça. bilan historiographique comme je le fais. Les bilans historiographiques, c'est celui de Rudin, mais dans une optique bien différente, publié chez Septentrion, mais il y a 15 ans. D'abord en anglais, puis traduit en français. Mais pour moi, mais évidemment, dans la partie du centre, je mets en relief mes travaux, les résultats de mes recherches, que ce soit sur le monde du travail, mais aussi j'insiste sur le monde des affaires, sur une bourgeoisie d'affaires, hein, particulier, que autant de chambres de commerce en 1950, autant de chambres de commerce au Québec qu'il y en a en Ontario. Et puis, pour les périodes depuis le début du siècle, il y a des chambres. Ces chambres de commerce, ils visent le développement économique d'une ville, d'un village, d'une région. Enfin, ils se soucient du développement économique. Donc, il y a une bourgeoisie d'affaires qui n'a pas l'envergure de la bourgeoisie d'affaires anglophone, c'est certain, à Montréal. Mais il y a une bourgeoisie d'affaires qui est intéressée au développement économique d'un coin. Alors, donc, il y a des chambres de commerce. Et puis, il y a une chambre de commerce. Il y a des écoles techniques aussi. Il y a des écoles techniques Ouais. qui font pression, les chambres de commerce, pour que le gouvernement crée des écoles techniques à partir de 1908. Ils en créent à Montréal et à Québec et dans d'autres villes. Mais vous voyez là, sur l'école technique, le gouvernement a décidé que ces écoles relevaient du secrétariat d'État, directement du gouvernement, alors que les évêques du Québec voulaient plutôt que ça relève du Conseil de l'instruction publique, que les programmes, et puis que les programmes de ces écoles techniques, et que les profs qui sont embauchés dans ces écoles techniques, relèvent du Conseil de l'instruction publique, comme l'étaient les autres, tout le système d'éducation publique au Québec. Mais c'est la personne qui a fait, c'est un événement important en 1954, c'est Duplessis qui a consenti à ce que les écoles techniques, les écoles des arts et métiers, les écoles de musique, il y avait plusieurs écoles, arts et métiers, il y en avait plusieurs comme ça qui relevaient du gouvernement, mais que ça passe sous l'autorité du Conseil de l'instruction publique, du Comité catholique du Conseil de l'instruction publique. Ça, c'est 54, c'est Duplessis. Pour moi, c'est le très bon exemple des liens étroits du gouvernement Duplessis envers le monde clérical, parce que c'est ce que cherchaient les évêques du Québec depuis la fondation de ces écoles-là. Ils étaient... Dieu sait ce qui allait pouvoir être enseigné dans ces écoles-là. Et que c'était peut-être le prélude à la création d'un ministère d'éducation. Hein? Finalement, ça s'est fait dans les années 60, mais il y avait toujours cette crainte-là que le gouvernement... Parce que sous l'administration libérale en 1897, dès que le gouvernement a été élu, une administration libérale a voulu recréer le ministère de l'Éducation du Québec. Mais ça a été approuvé en Chambre, mais défait au Conseil législatif, l'équivalent du Sénat de l'époque. Mais bon, enfin... Cette deuxième partie se conclut en présentant, à mon avis, trop brièvement, l'ouvrage de Linteau du Rocher-Robert sur l'histoire du Québec contemporain à partir de la Confédération, de volumes. Vous lui accordez un rôle clé à ce livre-là, cette synthèse, mais vous passez vite alors que certains autres ouvrages, on voit plusieurs pages. Est-ce que vous pourriez revenir sur un peu le rôle important de cet ouvrage-là et comment vous le voyez justement comme faisant une synthèse de travaux des 10 dernières années, et peut-être ne relançant pas une bouée qui ne sera pas reprise. Finalement. Alors, donc, il est rédigé par René Durocher, Paul-André Linteau et Jean-Claude Robert dans les années 80. Ça a fait l'objet aussi d'émissions à Radio-Québec aussi, une série Radio-Québec, TV-Québec, là, les deux, c'est pendant les années 80, si je me rappelle bien. Alors donc, eux, je suis de la même génération que ces historiens. Alors eux aussi, à partir des années 70, ils ont fait la même démarche que moi. Ils sont réalisés
que le Québec, il était diversifié, qu'il y avait un courant libéral, qu'il y avait un mouvement d'industrialisation, et donc que l'influence cléricale était... qu'il fallait mettre des bémols à la version conservatrice de l'histoire du Québec. Alors donc, ils ont utilisé de nombreux ouvrages qui ont été faits par les historiens à partir des années 70, dont les miens, mais d'autres aussi, plusieurs autres qui se penchent sur l'histoire du Québec à partir de sources nouvelles. On a accès, c'est ça, c'est une grosse différence. On a accès maintenant à des sources nouvelles beaucoup plus facilement qu'auparavant. Alors, donc, ils décident à un moment donné d'en faire une synthèse. René Durocher, le premier prof à donner des cours d'histoire du Québec à l'Université de Montréal. L'Into est à l'UQAM. L'UQAM devient un centre aussi où il y a plusieurs profs en histoire du Québec qui font de la recherche sur l'histoire du Québec. Alors donc, ils publient cette synthèse-là dans les années 80. Moi, je suis aux oiseaux. Enfin, je trouve que c'est un travail remarquable. Mais ce qui est arrivé, c'est à partir des années 90, d'autres historiens et sociologues remettent en question la synthèse ou le résultat de ces recherches-là. Parce qu'au nom de l'idée que ces travaux, dont les miens, normalisent le Québec, en font une société similaire à celle des autres sociétés nord-américaines. Mais ce n'est pas le but. Ça, c'est dans une certaine mesure. Nous sommes sous l'influence des États-Unis, du Canada anglais, mais nous sommes aussi sous l'influence de l'Europe et de Rome et du Vatican. Mais ils veulent revenir à cette interprétation traditionnelle qu'on avait avant des années 70, parce que ça heurte notre identité, ça heurte notre nationalisme, notre différence, notre identité propre. Mais c'est pas ce que les faits montrent. Enfin, c'est pas ce que l'analyse des faits, du développement, l'analyse des chiffres, du développement économique, du patronat. Alors, il y a de nombreux travaux qui militent dans le sens d'un Québec diversifié. Et nous sommes une société différente, mais diversifiée, toujours d'un point de vue diversifié. D'ailleurs, ça nous amène à la troisième partie de votre livre qui confirme justement l'idée tenace, hein, le mythe tenace, de ce retour donc du refoulé, ou qui n'a pas été refoulé finalement, mais vous montrez comment il y a l'histoire culturelle qui se développe dans les années 80-90 surtout, prend le pas sur l'histoire politique et économique et ramène avec elle cette idée d'une interprétation plus traditionnelle du Canada français. Un retour à une interprétation traditionnelle qui est toujours dominante dans notre société quand on fait référence au Québec d'avant les années 60. On n'en sort pas. On n'en sort pas et ça donne une image négative d'une bonne partie de notre histoire. De 150 ans d'histoire et plus négative de notre histoire auprès des jeunes et auprès des immigrants, auprès des anglophones, de toute façon, ils le croyaient depuis longtemps, mais auprès des immigrants qui deviennent qui s'intègrent de plus en plus dans notre réseau scolaire. Alors donc, on leur présente une société francophone, on veut bien qu'ils apprennent le français, on veut bien qu'ils s'intègrent à la société québécoise. Et puis, du côté de l'histoire, c'est 150 ans d'histoire ratée. C'est une société qui a raté son... Alors donc, c'est cette image négative qu'on a d'une bonne période de l'histoire influence la perception du Québec, l'intérêt de s'intégrer à la société québécoise chez les immigrants et l'intérêt pour l'histoire aussi. Une histoire plus diversifiée, plus riche, plus complexe. C'est ce que Gérard Bouchard souhaite aussi, que dans les manuels, les nouveaux programmes, on présente aussi les valeurs modernes aux étudiants d'histoire. Mais ces valeurs modernes libérales de séparation de l'Église et de l'État, elles étaient là au Québec depuis longtemps. Elles sont là au Québec. Alors, il faut les continuer, il faut les mettre en relief aussi. Alors, pour intéresser les jeunes, intéresser à l'histoire, intéresser les jeunes immigrants qui arrivent au Québec, qui
qui veulent mieux connaître la société québécoise. Oui. Ce qui m'amène à vous poser nos 2 dernières questions. Celle que la place ou votre conception de l'histoire, parce Oui. que vous avez, je dirais qu'on lit, en fait, j'entends 2 choses dans votre texte. Oui. L'idée d'une histoire, donc, scientifique, entre guillemets, Oui. basée sur les faits, Oui, sur les faits. extrêmement documentée Oui. et qui propose une interprétation seulement après une sériation très rigoureuse de ces faits-là, donc une mise Oui. en récit. Oui. Mais à quelques reprises, vous faites entendre que parfois les méthodes qu'on utilise, les idéologies dominantes de la société actuelle dans laquelle les textes sont écrits peuvent avoir une influence. Donc, Oui. il y aurait comme une histoire scientifique très objective, très Scientifique, impartiale. enfin. Puis il y aurait aussi ce sous-courant auquel on ne peut pas trop échapper, qui est celui de la façon dont on est formé comme historien, des valeurs qui définissent notre société et que le discours qu'on construit comme historien, voulant s'adresser à cette société-là, finalement, biaise ou interprète les faits pour être entendu par cette société-là. Oui. Il y a 2 étapes. Il y a dans la démarche des historiens, il y a une démarche de connaissance des faits. Cette démarche-là est différente pour les sociologues. Enfin. Mais c'est une bonne connaissance des faits pour établir les fondements d'une interprétation. Il faut faire l'interprétation. Autrement, on en reste à la chronique. Des dates et des faits, des chroniques. Cette histoire-là n'est pas utile. Elle est utile en autant qu'on interprète ces faits, qu'on cherche les causes, qu'on les évalue. Évidemment, il y a une subjectivité, là, on ne peut pas nier cette subjectivité-là. Mais je ne suis pas d'accord avec un certain nombre d'historiens. Ils disent que toute l'histoire est toujours reflet du présent, des préoccupations de groupes du présent. Non, enfin, je ne vais pas jusque-là, mais on ne peut pas faire abstraction de notre milieu, des valeurs du milieu dans lequel on vit. Et ça colore dans une certaine mesure notre interprétation des faits. Hein, je mentionnais, par exemple, l'influence cléricale, la pensée religieuse. Je le vois de façon plutôt négative. Mais dans 50 ans, 60 ans, comment est-ce qu'on va interpréter cette... pas sûr, je ne sais pas. Comment... Mais pourtant, ce seront toujours les mêmes faits. Oui, à la base, il faut que ce soit toujours les mêmes faits. Mais on pourra me dire dans 50 ans là, que je vois de façon négative toute la dimension religieuse de l'histoire du Québec. En tout cas, mais ce qu'il faut, c'est d'abord une bonne connaissance des faits, des événements, et c'est ce qui a permis la révolution technologique, la révolution, l'Internet, l'utilisation des moyens électroniques, de faire de la recherche. Hein. Une bonne partie de ces recherches que j'ai fait pour ce volume-là, je l'ai fait à partir de chez moi. Absolument. Autrefois, il fallait que j'aille à la bibliothèque, que j'emprunte le volume, que je le lis chez moi. Mais maintenant, vous faire des fiches à la main. Ou à un moment donné, aller plus loin, faire des fiches à la main. Ou photocopier. On pouvait photocopier des pages, etc. À un moment donné, on a pu photocopier. Après, fiches à la main, des photocopies, on peut... mais là, je peux donc aller chercher ces ouvrages-là ils sont disponibles en ligne, et je les lis, je vais chercher, je fais des fiches, si vous voulez, enfin, à partir de ce qui se trouve important dans le bouquin, et puis je peux repérer, ici, avec un mot-clé, je peux repérer tout ce qui s'est fait sur un sujet donné. Alors, donc, Goggles me souligne, me met en relief tout ce que j'écris. Dans la bibliothèque, maintenant, non seulement il y a le volume, mais on indique à la Bibliothèque de l'Université de Montréal, quand je cherche un titre de volume, on indique tout le monde toutes les critiques qui ont été faites.
On donne à la suite de là les critiques qui ont été faites de ce volume-là. Ici, alors là, vous pouvez avoir... Autrefois, c'était une démarche très longue, très considérable. Puis, en plus de ça, parce que, il y a le traitement de texte. Mon professeur Jean Hamelin ou ceux qui ont des historiens qui ont préféré, je les salue pour le travail qu'ils ont mis, mais parce que à rédiger des textes, parce que moi, je suis d'époque où j'ai commencé à rédiger des textes à la dactylo, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'était horrible, vous appréciez, je me trompais. Ce dont vous parlez, ce sont des outils, qui facilitent le travail, mais qui ne... Mais le travail véritable d'interprétation de la grille d'analyse qu'on va appliquer sur ces faits-là, elle est construite par l'historien. C'est lui qui développe ces outils. Oui, c'est ça. Mais à partir de faits, la trouvaille de faits, les facilités pour les raisons que j'ai données. Mais après ça, il faut interpréter. Il faut savoir interpréter. Je l'ai fait. Je l'ai fait là-dedans, mais avec une bonne base factuelle. Et je ne suis pas seul. On est plusieurs à interpréter l'histoire de cette façon-là. Et on espère que l'opinion publique, je ne sais pas, moi, que la perception qu'on a de notre histoire va changer, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qui arrivera, mais espérons pour le mieux, quoi. Mais il y a une partie de subjectivité, ça, on ne peut pas lier, mais on doit avoir une bonne base factuelle, un bon esprit critique aussi, une méthode, la méthode historique, hein, utiliser une méthode historique, une recherche exhaustive, donner des références exactement, utiliser la quantification. C'est un autre moyen qui vous permet une histoire plus scientifique. La quantification, je le fais dans le domaine économique ou dans d'autres domaines. La quantification permet de rendre notre compréhension du passé une meilleure compréhension du passé. Une dernière question, puis elle m'est suggérée par votre livre également, parce que vous revenez à quelques reprises sur la question justement de la formation des historiens et donc de l'impact que ça a directement sur la discipline, qu'à un certain moment donné, qu'au début, donc il y a peu de cours, il y a peu d'étudiants, donc peu de recherche, que dans les années 70-80, justement, il va y avoir un mouvement dans les départements d'histoire vont beaucoup s'intéresser à l'histoire du Québec. Ce que j'entends, moi, c'est que depuis peut-être une dizaine d'années, depuis votre retraite peut-être, est-ce que c'est le fait que vous ayez pris votre retraite qui entraînait ça, mais qu'on s'intéresse moins à l'histoire du Québec dans les départements, que les postes sont remplacés par d'autres, des professeurs qui enseignent dans d'autres disciplines. Est-ce que c'est la perception que vous avez que l'histoire nationale du Canada français, l'histoire du Québec, est appelée à connaître un déclin d'intérêt? En connaît un présentement, et puis ça va se manifester comme un retour de balancier. On a eu beaucoup d'intérêt pour la discipline il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, on serait dans une période où un creux. Est-ce que vous voyez ça? Enfin, j'ai été en contact avec des étudiants des départements d'histoire de l'Université Laval et de l'Université de Montréal récemment. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'est pas simplement l'histoire du Québec ou l'histoire nationale qui était en recul, mais c'est l'histoire en général. Alors, le nombre d'étudiants inscrits dans les départements d'histoire a diminué considérablement. Et pour les universités, quand le nombre d'étudiants diminue, le nombre de profs diminue aussi. Ils prennent à la retraite et ils ne sont pas remplacés. Alors, donc, il y a un recul de l'histoire en général, de l'histoire nationale, joue un rôle dans le cas du département. Un incident factuel, c'est qu'autrefois, les étudiants qui terminaient leur bac en histoire avaient accès, en complétant avec une année de psychopédagogie, d'enseigner au secondaire, d'enseigner les cours d'histoire. Mais il y a un changement dans les années 90 au ministère de l'Éducation, de sorte que pour devenir enseignant en histoire au secondaire, il faut s'inscrire à la faculté d'éducation.
Et nos étudiants qui terminent en histoire ne peuvent plus directement accéder à un poste de prof. Alors, les débouchés sont plus ce qu'ils étaient. Mais indépendamment de cette question-là, je pense que l'histoire devient une discipline vivante, intéressante dans des moments de transformation sociale, de changement social profond, comme on en a connu dans les années 60 au Québec et dans les années 70 aussi, avec la radicalisation de la société québécoise, le marxisme, etc. Et donc, il y a un bouillonnement. C'est 2 périodes de bouillonnement où il y a un intérêt pour la question nationale, la question sociale. Et les jeunes s'intéressent à savoir d'où proviennent. Enfin, c'est comment comprendre ces changements sociaux. Alors, s'inscrivent dans des programmes d'histoire. On en parle plus dans les médias. Alors là maintenant, effectivement, et puis, enfin, certains vont dire aussi qu'il faudrait que l'histoire soit enseignée au cégep. Elle n'est pas à l'heure actuelle, il n'y a pas de cours obligatoires, des cours optionnels. Alors, donc, il y a comme un endormissement, enfin, si je peux utiliser l'expression, un endormissement de la discipline historique de nos jours. C'est pas absent, on s'y intéresse toujours. Oui, il y a des débats dans les journaux. Oui, il y a toujours des débats dans les journaux sur l'histoire, surtout pour une société minoritaire comme la nôtre. Il faut mettre en relief notre passé, notre identité, les caractéristiques propres de notre société. Et mais enfin, j'espère un intérêt plus marqué dans les années à venir. Donc, les caractéristiques propres d'une société qui ne sont pas que des caractéristiques folkloriques. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez compris tout l'intérêt du livre de Jacques Rouillard sur le mythe tenace de la Folk Society en histoire du Québec. Autant il est un interlocuteur passionnant, autant son livre se lit comme une traite. On ne s'ennuie pas du tout dans ces rebondissements qu'il nous suggère et on parcourt donc l'histoire du Québec, un siècle d'histoire du Québec sous un nouvel angle. Bonne lecture et merci Jacques Rouillard. Je vous en prie, merci. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait
rester encabané. Heureusement que dans vie certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.